Oui. Bon, on était un petit peu désolé de ce contretemps, changement d'amphi de dernier moment, mais c'était indispensable pour pouvoir projeter un certain nombre de choses afin que nous visualisions la situation. Voilà. Nous sommes ravis d'accueillir Sophie Boisseau-du-Rocher, qui nous permet de renouer le fil de nos conférences après une interruption exceptionnellement longue, les vacances et l'absence de François Sureau. Bon, nos esprits sont aujourd'hui tournés vers l'Ukraine, ses habitants, leur remarquable résistance. Nous nous interrogeons sur les élargissements possibles de ce conflit aux pays voisins les plus fragiles comme la Moldavie. Mais notre invité va nous transporter dans une autre zone, aux incertitudes non moins flagrantes, et où les exigences chinoises peuvent se renforcer rapidement. Une zone où des guerres civiles ont lieu depuis plusieurs mois, comme en Birmanie. Guerre civile reléguée aujourd'hui au deuxième plan depuis l'éclatement des événements ukrainiens. Je vais laisser la parole à Nicole Charlier du Chili pour présenter notre invité, mais je me permets quand même de vous rappeler, de vous demander de fermer vos portables ou au moins les mettre en silencieux afin d'éviter des sonneries intempestives. Voilà, merci beaucoup. Bonjour à tous. Vous m'entendez? Bonjour à tous. Bonsoir. Plus près, plus près. Voilà. C'est bon. Voilà. Bonjour Sophie Boisseau-du-Rocher. Nous nous connaissons déjà, puisque vous êtes venue à Toulon il y a quelques années. Vous revenez, merci. C'est un grand plaisir pour les adhérents du CMR. Vous êtes docteur en sciences politiques, Sciences Po Paris, chercheur et spécialiste des évolutions politiques et géopolitiques en Asie du Sud-Est. Aujourd'hui, vous venez nous parler de l'ASEAN et de la Chine. Deux mots dans votre propos nous interpellent très fort. Vous avez dit inquiétantes incertitudes. Inquiétantes incertitudes. On rappelle que l'ASEAN est l'association des nations d'Asie du Sud-Est, qu'elle regroupe 10 États membres, qu'elle a été créée en 1967 par l'Indonésie, la Malaisie, Singapour, la Thaïlande, les Philippines. Elle a été rejointe par le Brunei en 1984, le Vietnam en 1995, le Laos et la Birmanie en 1997, le Cambodge en 1999. C'était le XXe siècle. Son but, stimuler le développement économique de la région, et cela dans un contexte de guerre froide. Elle a réussi, puisqu'elle est maintenant le 5e bloc économique derrière l'UE, les USA, la Chine, le Japon, la Corée du Sud. On aurait pu penser que cela allait bien de ce côté du monde. Mais déjà, dans votre essai écrit sur la sino-mondialisation en 2017, le livre s'appelle « La Chine et le monde », et vous avez mis le S de « et » entre parenthèses, parce qu'on peut comprendre la Chine et puis le monde, ou on peut comprendre la Chine, c'est le monde. Vous alertez les Européens que nous sommes. Le président chinois Xi Jinping a recyclé l'antique formule de Zhang Tianxia qui désigne traditionnellement tout ce qui est sous le ciel pour placer la Chine au centre des flux mondiaux. Entre le ciel et le Tianxia se trouve le Fils du ciel, l'empereur, et sa bureaucratie céleste. En termes contemporains, vous pouvez lire Xi Jinping et le parti.
J'ai commencé la semaine dernière, au moment précisément où Ça fonctionne, vous m'entendez ou pas? Au moment où l'Ukraine était victime des ambitions russes, et là, je n'ai pas pu m'empêcher évidemment de me dire, je suis vraiment alarmiste, alors que nous sommes aujourd'hui confrontés à une information véritablement catastrophique. Est-ce bien la peine, au fond, d'en rajouter, alors que, vu d'Europe, on a le sentiment que oui, certes, il y a des problèmes dans la région. On a évidemment entendu parler de la Birmanie, de la Thaïlande, du Cambodge, d'autant de pays qui ne vont pas très très bien. Mais néanmoins, c'est quand même pas mal éloigné de chez nous, et que finalement, bon, les choses, hein, c'est pas si grave, on peut quand même se déplacer et passer ses vacances en Thaïlande. Alors, voilà. Mon souci, quand même, c'est de vous montrer ce soir que, comme d'autres régions, mais peut-être de façon plus sensible, l'Asie du Sud-Est, c'est le reflet du monde. L'Asie du Sud-Est, c'est le reflet de la marche du monde, des potentialités, des excès de la mondialisation, de l'échec de nos prétentions à greffer nos concepts et nos valeurs politiques, notamment démocratiques, sur les réalités locales. Et puis c'est aussi un terrain qui doit nous alarmer parce que la menace d'un refus de nos valeurs, d'un refus de nos principes, de nos modes opératoires, marque de manière insidieuse et néanmoins très palpable un vrai changement systémique dont nous n'avons pas encore pris la mesure. Voilà. Alors, effectivement, vous avez évoqué ce livre qui est sorti en fait en 2019, et peut-être même 2020 d'ailleurs, donc il n'y a pas si longtemps. Et ce livre, au fond, au départ, c'était un livre sur la Chine et l'Asie du Sud-Est. C'est-à-dire de montrer comment la Chine transformait, sans avoir besoin de recourir à la guerre, transformait cette région. Et Odile Jacob m'a simplement dit, essayez d'élargir votre propos à la Chine transforme le monde. Et donc c'est ce qu'on a fait avec un collègue avec qui j'ai pris énormément de plaisir à écrire ce livre, parce que au final, qu'est-ce qui se joue? Ce qui se joue, et je reprends là, je regardais dans mon téléphone parce que j'ai pris la 4e de couverture du petit livret de François Sureau. Ce qui se joue, eh bien, c'est la liberté. C'est la liberté. François Sureau, dans sa 4e de couverture, dit « Sans liberté, il n'y a rien dans le monde ». C'est une phrase de Chateaubriand. Eh bien, c'est ça, fondamentalement, qui est en cause aujourd'hui. Alors, en Ukraine, on le voit de façon très violente. En Asie du Sud-Est, j'aimerais vous montrer que la tactique chinoise, elle est différente. L'objectif, vous savez, du fameux stratège Sun Tzu, c'est gagner la guerre sans avoir à la mener. Hein? Donc les Chinois, qu'on ne se trompe pas, veulent gagner la guerre. Et l'Asie du Sud-Est est un terrain formidablement symbolique pour eux. Pourquoi est-ce que ce terrain est symbolique? On va le voir ensemble. Si vous pensez Asie du Sud-Est, vous pensez quoi? Voilà, je vous dis, tiens, moi je suis spécialiste de l'Asie du Sud-Est. Vous vous dites quoi? Chine, non? Alors, Philippines, j'ai entendu. Taïwan. Indonésie. Le Vietnam. Vietnam. Taïwan. Alors, on va faire assez court parce que comme ça va. Voilà, l'Asie du Sud-Est, c'est l'Asie au sud de la Chine, donc ce n'est pas la Chine, et à l'est de l'Inde. Donc, à l'est de l'Inde, ça commence au Myanmar, Birmanie. D'accord? Donc, ce n'est pas le monde australien et austronésien, c'est véritablement ces 11 pays qui se trouvent dans cette région, les 10 pays de l'ASEAN, on y reviendra, et
et le Timor. Mais pour nous, si vous voulez, quand on pense à Asie du Sud-Est, on pense souvent d'ailleurs Indochine d'abord, hein, surtout les Français, évidemment, à cause de la guerre franco-vietnamienne et de la terrible bataille de Dien Bien Phu, qui est restée dans toutes les mémoires et qu'on a souvent un oncle, un cousin, un grand-père qui a pu mourir au Vietnam. On pense aussi à Singapour, grand centre financier où vos petits-enfants, vos enfants rêvent d'aller faire un stage. On pense parfois au Cambodge, parce que là on soutient une association des enfants dans les rues ou quoi. On pense évidemment à la Birmanie, hein, et au terrible coup d'État qui s'est produit il y a 1 an après cette formidable appel d'air, hein, initié par Aung San Suu Kyi. Donc voilà, c'est une région qui est à la fois très familière de l'Europe et qui pourtant s'en éloigne de façon définitive. C'est aussi une région qui est incontournable, et ça je vais bien insister là-dessus, dans la géopolitique mondiale et dans la géoéconomie mondiale. Donc je veux bien qu'on déjà fasse un rapprochement avec ce que j'ai dit avant. Si cette région bascule, entre guillemets, dans la non-liberté, il y aura des impacts colossaux sur nos intérêts. Hein, et on va développer ça. Alors, de quoi parle-t-on? On parle donc de cette région située au sud de la Chine, à l'est de l'Inde, qui comprend 660 millions d'habitants. Hein. Je vous rappelle, l'Europe, on est à 350. 660 et qui continue à se développer. Moi, quand j'ai commencé à travailler sur la région il y a 35 ans, les Philippines, c'était 65 millions d'habitants. Aujourd'hui, on en est à 130. En 2050, on en sera à 150. Hein, voilà, donc il faut que vous compreniez que là, il y a du réservoir démographique. Ça veut dire une population jeune, ça veut dire des talents, ça veut dire un marché. Hein, tout ça, ce sont des marchés prometteurs. C'est un des espaces économiques parmi les plus dynamiques au monde, hein, en dépit des difficultés rencontrées. C'est une région, je ne vais pas insister là-dessus, on pourra en reparler dans les questions-réponses. C'est une région qui se définit par sa diversité. Hein. Diversité ethnique, vous avez tous entendu parler des 130 ethnies officielles en Birmanie, par exemple. Vous avez probablement entendu parler des 130 dialectes en Indonésie ou aux Philippines. Donc, c'est une région qui est marquée par sa diversité, si ce n'est que sa diversité religieuse, hein, puisque le plus grand pays catholique d'Asie se trouve en Asie du Sud-Est, ce sont les Philippines, le plus grand pays musulman au monde se trouve en Asie du Sud-Est, c'est l'Indonésie, que vous avez des pays bouddhistes, hein, parmi les plus importants évidemment, le Myanmar, la Thaïlande, le Cambodge, des pays confucéens, je pense évidemment à Singapour. Donc vous voyez, c'est une région qu'on ne peut pas comprendre sans comprendre sa diversité, qui en fait un peu une petite mondialisation, si vous voulez. Hein. C'est une région qui est... Le terme qui me vient le plus facilement à l'esprit quand je parle de l'Asie du Sud-Est, c'est le terme d'accommodation. C'est une région qui est obligée de s'accommoder parce qu'il faut gérer ces différences, et souvent au sein d'un même État. Hein. Je vous rappelle que Singapour, c'est 65% de Chinois, 30% de Malais, donc on est déjà dans les confucéens et les bouddhistes, dans les musulmans, avec 10% d'Indiens qui sont hindouistes. Donc vous voyez, il faut gérer tout ça. Il faut gérer également les écarts de développement. Je vous rappelle quand même que Singapour a aujourd'hui un revenu par habitant plus élevé que celui du Japon, hein, bien plus élevé que celui de l'Angleterre, l'ancienne colonie. Hein. Mais en même temps, vous avez le Cambodge, le Myanmar, le Laos, qui sont des économies émergentes et voire sous-développées, encore des économies agricoles. Hein. Donc vous avez cette énorme déclinaison de différences qui rend les choses beaucoup plus difficiles.
Vous avez aussi, je terminerai là-dessus parce qu'on va y revenir, des régimes politiques très différents. Hein. À la fois, alors je n'aime pas parler de démocratie en Asie du Sud-Est parce qu'on est quand même très loin de nos critères démocratiques, mais des pays en transition politique. Vous avez également des dictatures, vous avez également un sultanat qui est hyper centralisé, Brunei. Voilà, donc on a des pays communistes, hein, le Laos, le Vietnam. Voilà, donc on a une diversité qu'il faut toujours avoir à l'esprit quand vous parlez de cette région. Mais pourtant, en dépit de ce morcellement, l'Asie du Sud-Est constitue un ensemble géoéconomique et politique qui est distinct, hein, des deux grands voisins. C'est définitivement distinct de l'Inde et de la Chine, hein, même s'ils sont, et je n'aurai pas le temps d'y revenir pour l'Inde, mais imprégnés aussi d'une culture héritée des échanges qui ont eu lieu entre ces deux régions depuis très longtemps. C'est une région qui est tout simplement incontournable, je l'ai dit. On va commencer par ça, sur le plan de la géoéconomie et de la géopolitique mondiale. Donc, en fait, on ne peut pas être indifférent à cette région. Hein, on ne peut pas. Et d'ailleurs, toutes les grandes puissances s'intéressent à cette région. Hein. Évidemment, les États-Unis, l'Union européenne, la Chine, l'Inde, le Japon, la Corée, l'Australie. On ne peut pas être indifférent à cette région, non seulement à cause de son potentiel économique, mais évidemment à cause de cette fonction de pivot stratégique qu'elle occupe entre le monde chinois, entre l'ère indienne et puis la zone pacifique aussi, hein, entre l'océan Indien et l'océan Pacifique. Voilà, donc on est là dans une zone hyper sensible. Premier point, donc, l'Asie du Sud-Est est au cœur des flux mondiaux. Vous avez là une carte de la fin du XVIIIe siècle et puis une carte moderne d'aujourd'hui. Ce qui est important, vous voyez, c'est que cette région, comme je vous le disais, qui est plus maritime que continentale, hein, il faut bien avoir à l'esprit que c'est la mer qui prédomine en Asie du Sud-Est, hein, plus que la terre, qui est le bout du continent eurasiatique. Il y a 2 fois plus d'espaces souverains maritimes que continentaux. On parle quand même de 10 millions à peu près de kilomètres carrés d'espace maritime et de 5 millions de terres. Vous voyez bien sur cette carte à quel point la région est en position de carrefour entre 2 masses, hein, la masse australienne et la masse eurasiatique. Et aussi, et d'abord, entre 2 océans, hein, l'océan Pacifique et l'océan Indien. Ça veut dire quand même que cette région s'est trouvée, je dirais presque de toute éternité, au cœur des échanges mondiaux. Hein. Et ça, c'est un point essentiel. Je n'ai pas le temps de développer parce que j'ai peu de temps, mais on a retrouvé évidemment des pièces romaines en Asie du Sud-Est. On a retrouvé des poteries chinoises datant d'avant notre millénaire. On a retrouvé des statues indiennes. On sait que cette région a été traversée, et vous le comprenez aisément en regardant cette carte, parce qu'elle est à la jonction, hein, de différents espaces. Hein. Donc elle reçoit des influences qu'elle va assimiler progressivement. En Indonésie, il n'est pas rare que le musulman passe d'abord voir le chaman avant d'aller à la mosquée, parce que l'animisme reste une culture, si vous voulez, qui est encore très vivante, hein, dans l'archipel. 2 grands archipels, d'ailleurs, les deux plus grands archipels au monde, l'Indonésie, c'est combien d'îles à peu près? On en est à 15 000.
15 000 îles en Indonésie et 7 500 aux Philippines. Donc une région qui est à la jonction, qui sert de carrefour, et pas seulement maritime, mais qui sert également de carrefour pour les caravanes. On sait que des caravanes chinoises transitaient par le nord du Vietnam, par le nord du Laos, de la Thaïlande, vers le monde indien. Et donc, si vous voulez, là aussi, il y a évidemment toute cette importance des passages. Alors, importance des passages qui est le mieux définie par le détroit de Malacca, dont vous avez certainement entendu parler. Le détroit de Malacca, c'est le détroit qui se trouve entre la péninsule malaise, que vous voyez là, et le nord de Sumatra, et qui contourne Singapour, qui traverse Singapour. Et ça a été tout le génie de Raffles, qui était cet Anglais qui est arrivé à Singapour, qui était une petite île avec quelques lions, qui est arrivé là en 1819 et qui a décidé d'en faire un entrepôt pour les intérêts britanniques. Et parce qu'il a tout de suite compris la localisation stratégique de cette île qui est au cœur, si vous voulez, d'un passage absolument indispensable pour aller vers l'Asie du Nord-Est ou vers le monde Pacifique. Donc, on parle de ce détroit parce qu'il est aujourd'hui encore absolument essentiel. C'est un détroit qui fait environ 800 km de long et qui, dans sa partie la plus fine, ne fait que 2 km de large, à la hauteur de Singapour. Donc vous voyez l'importance stratégique de ce passage et je dirais l'exposition aussi stratégique de ce passage. C'est évidemment l'une des voies de navigation les plus importantes au monde, parmi les plus fréquentées évidemment. C'est quand même un tiers du trafic mondial passe par le détroit de Malacca. Et il abrite, et c'est pas une surprise, le premier ou second, ça dépend des années, port de conteneurs mondial, ce qui est Singapour, qui a longtemps été challengé par Hong Kong et qui aujourd'hui est challengé par Shanghai, qui généralement occupe la première place. Mais on voit bien, si vous voulez, que ce détroit est essentiel parce qu'en fait, deux routes s'y retrouvent, la route européenne et la route africaine, qui vont vers à nouveau vers la mer de Chine méridionale. C'est un passage de premier ordre dans la circulation mondiale. Je voudrais quand même rappeler qu'aujourd'hui, on est à peu près à 90 000 navires qui l'empruntent par année. On en était à 55 000 en 2000. Et c'est aussi un tiers du commerce maritime pétrolier. Donc, un tiers du commerce maritime pétrolier passe par le détroit de Malacca. Donc, vous imaginez l'importance que ce détroit reste libre et qu'on puisse y transiter librement. 15% aujourd'hui du trafic mondial conteneurisé passe également par ce détroit. Donc, je dirais, une géopolitique très maritime. Le détroit de Malacca n'est pas le seul détroit. Il y en a d'autres. On va les voir. Alors, je ne sais plus où est la carte. C'est pas grave. Mais ce qui explique qu'il y a d'énormes ports en Asie du Sud-Est, et que de plus en plus, les pays d'Asie du Sud-Est investissent dans les infrastructures portuaires. On pense évidemment à Singapour, je vous l'ai dit. En Malaisie, il y a Port Klang. Au Vietnam, le port d'Ho Chi Minh. En Thaïlande, il y a Lam Chabang qui est tout à côté de Bangkok. En Indonésie, Jakarta, etc.
Bon, je passe rapidement, mais ce qui est essentiel, c'est de montrer, si vous voulez, l'importance de ce corridor, de ce couloir de circulation. C'est-à-dire que la mondialisation ne serait pas possible sans l'Asie du Sud-Est, d'une certaine façon. Et en même temps, l'Asie du Sud-Est s'est nourrie de cette mondialisation et elle a en fait articulé son développement sur les modalités d'insertion à la mondialisation et de façon très ancienne. Voilà, donc ça c'est vraiment essentiel qu'on le comprenne bien. Alors, l'Asie du Sud-Est, je l'ai dit, a toujours été exposée. Je vais simplement remonter rapidement à la colonisation. Voilà la colonisation. On parle là les premiers Européens sont arrivés très tôt. Magellan a évidemment pensé qu'il découvrait l'Amérique en découvrant les Philippines. Et nous sommes donc à la fin du XVe siècle. Et les Espagnols se sont installés aux Philippines au début du XVIe siècle. Et puis les compagnies marchandes, néerlandaises se sont installées en Indonésie. Et puis les Anglais sont arrivés, compagnie marchande, la compagnie des Indes, en Malaisie, à Singapour, en Birmanie également, et puis les Français, plus tardivement, en Indochine. Donc, la raison pour laquelle les Européens se sont intéressés à cette région, au-delà de ce corridor vers la terre promise, je dirais chinoise, qui était déjà repérée comme un grand marché, eh bien c'est les matières premières, les épices, souvenez-vous, le clou de girofle, le sucre, tout ça, et le poivre évidemment, a permis l'enrichissement aussi de l'Europe. Et donc, si vous voulez, très tôt, l'Asie du Sud-Est a contribué à l'économie mondiale à travers les matières premières, et c'est encore le cas aujourd'hui. C'est encore le cas avec évidemment les hydrocarbures, gaz et pétrole, le charbon, la bauxite, le riz, premier producteur évidemment mondial de riz, premier producteur mondial d'huile de palme en Malaisie et en Indonésie, on le sait bien parce qu'on leur fait la guerre et ils nous font la guerre en retour à propos de cette huile de palme. Les crevettes, 13% des captures mondiales de pêche en Asie du Sud-Est. Voilà, donc évidemment, c'est pour des raisons économiques d'abord et stratégiques que les Européens se sont intéressés à cette région. Et puis, je vous rappelle aussi que la couronne d'Angleterre a refait fortune après la Seconde Guerre mondiale. Elle était absolument appauvrie grâce au caoutchouc de Malaisie. Qui a renfloué les caisses anglaises. Voilà, donc on se retrouve là, je vais très très vite, après le premier conflit mondial, le second conflit mondial, les Japonais avaient occupé l'Asie du Sud-Est toujours pour cette double raison, géoéconomie, géopolitique, et les Japonais, mal accueillis, ont promis l'indépendance aux pays d'Asie du Sud-Est pour se faire mieux respecter. Et évidemment, une fois qu'ils ont été obligés de terminer violemment cette guerre et donc comment on appelle ça, après Nagasaki et Hiroshima, ils ont capitulé après la capitulation, japonaise. Eh bien, évidemment, les chefs nationalistes, dont Ho Chi Minh, etc., ont dit, maintenant, Sukarno, maintenant, nous sommes indépendants. Et là, évidemment, les puissances européennes ont refusé. On est parti dans une guerre qui a souvent été une guerre de guérilla. Et là,
très rapidement, le conflit idéologique Est-Ouest est rentré en ligne de compte, puisque notamment l'Union soviétique, mais également la Chine, a soutenu certaines guérillas. Donc on voit bien, si vous voulez, que cette région, là aussi, a été très influencée par la géopolitique mondiale. Hein, et au fond, elle a été divisée, je vais très vite, hein, en deux. Une partie libérale, entre guillemets, mais autoritaire libérale, et une autre partie communiste. On est là, je vous rappelle quand même des dramatiques événements qui se sont produits au printemps 75, hein, réunification du Vietnam, donc chute du Sud-Vietnam, chute de Phnom Penh dans les mains des Khmers rouges, et le Pathet Lao, le parti communiste laotien, qui arrive à Vientiane. Donc, si vous voulez, les Américains, à ce moment-là, se disent il faut vraiment qu'on mette la gomme sur cette région et investissent massivement, octroient des avantages commerciaux, et ce produit, à nouveau, je vais très très vite, on pourra revenir, hein, c'est pas tout à fait mon propos, sur ce produit, le fameux miracle asiatique, hein, les pays émergents d'Asie du Sud-Est. Vous vous souvenez, Singapour, la Malaisie, la Thaïlande, tout d'un coup on en entend parler, et la Banque mondiale produit un rapport qui s'appelle le miracle de l'Asie orientale, et on a véritablement, si vous voulez, deux Asies du Sud-Est, hein, une Asie du Sud-Est émergente qui va gagner, et une Asie est soutenue par les pays occidentaux, dont l'Europe, hein, et une Asie du Sud-Est toujours en guerre, parce que le conflit, la troisième guerre d'Indochine a quand même duré longtemps, puisque vous savez que le Vietnam a occupé le Cambodge. Voilà, donc le modèle qui a été dans l'Asie du Sud-Est émergente, le modèle de développement qui a été retenu a été celui d'une extraversion économique, hein, et de politique d'exportation très volontariste. Hein. Donc l'Asie du Sud-Est émergente a remarquablement bien utilisé la mondialisation. Hein. Et nous, Européens, moi je me souviens, c'est vraiment à ce moment-là que je me suis intéressée à la région, on se disait, eh bien, cette croissance qui n'en finit pas va permettre quand même la mise en place de règles de droit. Ces règles de droit vont permettre à la population de comprendre qu'une règle de droit et une certaine transparence, la lutte contre la corruption, le développement par l'éducation, hein, qui était aussi un point essentiel, vont profiter aux populations, et ça va à ce point profiter que ça va déboucher sur la démocratisation. Hein. Et là, on est dans les milieu des années 90 avec ce discours très, je dirais presque messianique des Européens et un peu des Américains. Les Américains restent toujours quand même relativement cyniques, hein, par rapport à leurs intérêts. Mais néanmoins, on en est là, et en 1900, et donc vous avez cette Asie extraordinaire, mais en 1997, et c'est une date importante, se produit cette fameuse crise asiatique qui a en fait montré que ce modèle était un modèle fragile. Fragile parce que, effectivement, si vous investissez énormément, vous finissez par produire, je dirais. Mais vous produisez de la croissance, vous ne produisez pas obligatoirement du développement. C'est-à-dire que toutes les ouvrières qui travaillent dans les usines pour 3 francs 6 sous, elles ne vont pas le soir à l'université pour s'améliorer et gagner plus d'argent, etc. On est quand même, et l'Asie du Sud-Est d'ailleurs n'en est toujours pas sortie, dans ce modèle de développement extraverti qui surfe remarquablement bien sur les opportunités de la mondialisation et sur l'ouverture des marchés extérieurs, hein. Et donc les accords commerciaux qui ont été passés précisément entre l'ASEAN et les autres puissances économiques, mais néanmoins, on est dans un modèle qui n'est pas un modèle endogène, si vous voulez, hein, qui reste toujours un modèle impulsé ou entretenu par l'extérieur. Bon, mais néanmoins, 97, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est une crise majeure, les monnaies dévissent complètement, la monnaie indonésienne a perdu 80% de sa valeur,
et vous avez, vous savez, cette fameuse photo de Kansu, qui à l'époque dirige la Banque mondiale, qui regarde le président Suharto en lui disant « Mon petit coco, tu signes là » et on est parti sur les réformes, dont les réformes politiques. Hein. Donc, très mauvaise perception par les populations locales de ces leçons occidentales, à un moment où la région est précisément affaiblie, et elle est affaiblie aussi, il faut quand même le reconnaître, parce que nous avons largement profité de ce système. Ça nous arrangeait bien. Donc, voilà, la région se trouve dans une impasse. Et en fait, on va voir que la puissance qui va tirer l'Asie du Sud-Est dès 1997 de cette difficulté, de cette phase difficile. Donc, en fait, les liens récents, contemporains, parce que les liens sont très anciens évidemment, mais les liens contemporains datent de cette crise asiatique. Au point d'ailleurs, que moi je me suis souvent demandé si ce n'était pas la Chine qui avait aussi précipité la crise. La Chine a dévalué 2 fois avant la crise asiatique, qui a débuté en Thaïlande, mais quand vous faites dévaluer votre monnaie de 40% 2 fois, ça veut dire que vos produits sont 2 fois moins chers aussi. Et donc, la Chine, qui avait besoin d'un accès à des marchés étrangers, a tout simplement grignoté déjà les parts de marché des pays d'Asie du Sud-Est et a précipité, d'une certaine façon, la crise sud-est asiatique. Je vais très très vite, on pourra revenir là-dessus. Ce qui est important, ce que vous devez retenir de tendance lourde de cette période, c'est que là naît un clair ressentiment à l'égard de l'Occident. C'est-à-dire à nouveau cet Occident qui a profité de cette croissance extraordinaire, de ce miracle asiatique, n'a pas aidé la région à ce moment-là, lui a au contraire imposé, je dis la perception des pays d'Asie du Sud-Est, lui a imposé des réformes, et des réformes qui ont été très très lourdes, des réformes, et les fonds d'investissement européens et américains, australiens sont tous arrivés pour racheter à vil prix les compagnies, les entreprises locales. Donc, très très mauvaise perception à ce moment-là des pays qui, en fait, ne comprennent pas ce qui leur arrive. On est dans une période... et nous, on se dit, eh bien, on va faire un petit forcing et on va imposer nos réformes, notamment nos réformes politiques. Nos réformes politiques, ça veut dire plus de transparence, plus d'élections, etc. Ce qui n'est probablement pas une mauvaise chose, mais c'était peut-être pas le bon timing ni la bonne façon de les convaincre. Voilà, on en est là, et il s'est reproduit 10 ans après la crise de 2008. Et pendant ce temps-là, je vous rappelle quand même que la Chine, elle, s'est développée a ouvert son économie, depuis 1977, avec Deng Xiaoping. Donc, quand on arrive à peu près à 97-2000, la Chine, elle, tourne à fond. On est dans des taux de croissance à 2 chiffres. Donc, c'est important. Elle est dans cette euphorie, je dirais, développementaliste. Donc, ça, c'est un point important. Et à ce moment-là, elle va comprendre l'intérêt de mettre en place une architecture régionale beaucoup plus organisée que ne l'était, et que ne l'est toujours d'ailleurs, l'ASEAN. Alors je n'ai pas le temps de rentrer dans l'ASEAN, je suis désolée, on pourra y revenir, mais l'ASEAN, comme je vous l'expliquais, ça fonctionne sous le principe de l'accommodation consensuelle. Ça veut dire consensuel, les décisions sont prises par consensus, encore aujourd'hui. On parle d'une région de 660 millions d'habitants. Vous imaginez les flux qui fonctionnent là-dedans. Les décisions se prennent par consensus. On ne vote pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la décision se prend sous le plus petit dénominateur commun. Et donc, ce n'est pas toujours celui qui est le plus efficace. Donc, on en est là, et la Chine, ça, comprend bien je dirais, ces dysfonctionnements de l'ASEAN. Donc elle va faire quelque chose de remarquablement habile, c'est qu'elle va garder la façade. Donc les pays d'Asie du Sud-Est ont encore le sentiment qu'ils sont souverains,
mais elle va, je dirais, phagocyter les mécanismes pour mettre un petit peu d'ordre, si vous voulez, et qu'il y ait un vrai leader là-dedans. Et finalement, le vrai leader de l'ASEAN, c'est un pays qui n'est pas membre de l'ASEAN et qui est la Chine. Hein? À nouveau, pour revenir là-dessus, j'ai fait une grosse étude là-dessus, pour vous donner un seul exemple, et donc je suis allée à Jakarta, où se trouve le secrétariat de l'ASEAN. Et comme ça, j'ai fait ma thèse de doctorat justement sur l'ASEAN, on se connaît bien, on discute, etc. Et je pose la question évidemment de la Chine, et ils me disent, mais ils sont très malins, parce qu'en fait, ils ont mis en place une multitude de comités communs. Hein. Il y a un comité commun pour tout. Les livres scolaires, les infrastructures, les plateformes pétrolières, il y a nombreux... Et donc, en fait, ils ont tous les jours des raisons de venir dans les locaux. Et en fait, ils savent exactement, ils savent parfaitement quels sont les sujets sensibles. Et là, après, ils impactent pour pousser leurs intérêts. Alors, ce qui est important, c'est que la Chine comprend et fait comprendre aux pays d'Asie du Sud-Est, après la crise de 97 qui a véritablement mis à plat les économies, la Chine fait comprendre l'intérêt d'un accord de libre-échange. Elle dit, écoutez, nous, on est une région, un pays en plein développement, on va ouvrir nos frontières, et cette chose extraordinaire, la Chine propose en 2000 un accord de libre-échange avec l'Asie du Sud-Est. Donc on a là, si vous voulez, le plus grand accord de libre-échange mondial, puisqu'il accueille 660 millions d'habitants, plus 1,4 milliard d'habitants. Hein. Donc c'est un accord qui a sauvé, d'une certaine façon, l'Asie du Sud-Est. Mais pas obligatoirement selon les intérêts de l'Asie du Sud-Est, mais comme c'était le seul pays à vraiment tendre la main au gouvernement d'Asie du Sud-Est qui avait besoin de faire repartir la machine économique, parce que les sociétés étaient éprouvées, que le chômage gagnait du terrain, que l'inflation gagnait du terrain, il fallait faire repartir la machine économique. La Chine a permis, si vous voulez, de sauver la croissance et de retrouver le chemin de la croissance. Et donc, il s'est passé la même chose après la crise de 2008, et il se passe encore la même chose aujourd'hui, on va le voir, avec le dernier traité, hein, le dernier traité qui a été signé en novembre 2020. Alors, c'est à partir de 2010, hein, avec l'accord de libre-échange, que la Chine est devenue le premier partenaire commercial de l'Asie du Sud-Est. On va très vite parce que c'est pas... Voilà, je peux vous donner tous les chiffres, mais... oulala. Voilà, donc, deux accords, hein, l'accord de RCEP, qui est donc l'accord entre la Chine, l'ASEAN, et puis on a quand même mis l'Australie parce que c'était plus, comment dire, ça permettait de noyer un peu le poisson chinois, et puis l'accord donc de libre-échange. Et donc on est aujourd'hui, si vous voulez, dans une logique asiatique qui s'autonomise. Et c'est ça qui est important que vous reteniez, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, et on le voit bien avec la crise du Covid, l'Asie est moins sensible aux turbulences extérieures. Les économies asiatiques, hein, sont moins sensibles aux turbulences. Avant, on disait, dès que l'éléphant américain attrape un rhume, l'Asie du Sud-Est est malade. Hein. C'est plus le cas aujourd'hui. C'est plus le cas aujourd'hui et de très loin, parce que la Chine est vraiment le premier partenaire commercial, à la fois pour les importations, pour les exportations, et de très loin, avec plus de 35% des échanges de ces pays. Voilà, donc c'est important que ça, vous l'ayez en tête, hein, cette autonomisation des circuits économiques asiatiques. Le deuxième point, bon voilà, ça c'est l'autre, d'accord. Le deuxième point qui est important, c'est que je vous ai bien montré que ces couloirs commerciaux étaient également des passages militaires. Hein, et que donc l'Asie du Sud-Est occupe sur une carte militaire mondiale une place essentielle, parce qu'en fait, elle permet le passage des flottes de l'océan Indien à l'océan Pacifique. Hein. Et donc là, si vous voulez, toute cette région archipélagique
et ces détroits sont essentiels à la bonne circulation des flottes de guerre. Alors, les flottes de guerre ne passent évidemment pas par le détroit de Malacca, elles passent plutôt, vous voyez, par le détroit de Lombok, hein, qui est là au sud, hein, ou le détroit de Torres, hein, qui débouche en plein dans le Pacifique. Mais si on veut aller vers l'Asie du Nord-Est, on est obligé de passer par ce détroit de Lombok et de la Sonde qui débouche sur la mer de Chine méridionale. Mer de Chine méridionale, ça vous dit quelque chose quand même, hein? On va en reparler, mais c'est évidemment un des abcès sécuritaires majeurs aujourd'hui en Asie orientale, puisque c'est un espace territorial qui est revendiqué par certains pays riverains, dont la Chine. Mais la Chine a décidé, la Chine de Chiang Kai-shek, donc pas la Chine communiste, la Chine de Chiang Kai-shek a décidé d'inclure l'ensemble de la mer de Chine dans ses eaux territoriales. Ça a bien fait l'affaire du Parti communiste qui a évidemment repris cette revendication. Mais il ne l'a pas seulement repris, cette revendication, il a imposé, hein, des constructions dans tous les petits îlots qui sont à la fois revendiqués par le Vietnam notamment, et les Philippines. D'accord? Donc il y a une carte évidemment que je vais vous montrer, mais vous avez tous vu certainement ces fameux récifs de mer de Chine méridionale qui ont été transformés en quelques mois, hein, en base militaire, en aéroport, etc. C'est absolument incroyable, hein, alors que la question territoriale n'a toujours pas été réglée, hein. Et donc là, si vous voulez, la question qui se pose, c'est si forte de sa présence en mer de Chine méridionale, la flotte chinoise venait à maîtriser les détroits, comment va-t-on nous en Polynésie, hein? Voilà, pour vous dire un exemple concret, hein, comment les Américains vont à Diego Garcia dans l'océan Indien. Vous voyez que là, il y a évidemment, avec ces détroits hypersensibles d'Asie du Sud-Est, un enjeu géostratégique majeur. Et d'ailleurs, c'est parfois de Toulon, hein, encore l'année dernière, que partent des navires français pour patrouiller, parce que pour l'instant, en dépit des constructions artificielles, entre guillemets, chinoises, la mer de Chine reste encore un espace maritime international. Hein? Et donc les Américains, aidés des Européens et notamment des Français, organisent ce qu'on appelle des FONOP, qui sont des missions pour la libre circulation des flottes. Voilà, donc ce que vous devez bien comprendre aussi, c'est que les Américains, du fait de la guerre froide et du fait de leur présence de leur présence et de leur alliance en Asie du Sud-Est, avec certains pays d'Asie du Sud-Est, notamment les Philippines, dont nous allons parler un tout petit peu. Les Philippines qui ont été une colonie américaine, hein, de 1898 à 1946, les Philippines ont été une colonie américaine et il y a eu les deux plus grandes bases américaines à l'étranger aux Philippines, la base de Clark Airfield, la base aérienne de Clark Airfield et la base navale de Subic Bay. Et donc, ces bases étaient essentielles à la projection de puissance et à la présence américaine. La Thaïlande également accueillait des bases. Il s'est trouvé qu'après les événements de Marcos, hein, après le départ de Marcos en 1986 et l'arrivée d'Aquino, après ces événements qui ont été très déstabilisants pour les Philippines, il y a eu une éruption volcanique et que les bases n'ont plus été utilisables sans faire d'énormes investissements et que là le Sénat philippin a décidé l'arrêt des bases militaires, l'arrêt de la localisation, hein, du contrat de location des bases, et donc les Américains ont été obligés de prendre des points d'appui dans la région et ils ont quelques points d'appui à Singapour évidemment, qui est un de leurs principaux partenaires
en Asie du Sud-Est, en Malaisie, en Thaïlande toujours, et puis il se rapproche depuis quelques années du Vietnam, l'ancien ennemi. Hein. Voilà, donc si vous voulez, c'est une région qu'on a toujours perçue comme une région alliée des États-Unis, hein, et comme une région où précisément la liberté de circulation, la liberté de passage était assurée in fine par les forces américaines. D'accord? Voilà. 2 points sensibles, géoéconomie, géostratégie. Qu'est-ce qui se passe? Je vous l'ai donc expliqué avec la Chine depuis 1997 en matière de géoéconomique. La Chine est en train de grignoter un terrain absolument phénoménal, d'abord commercial, et aujourd'hui, sur le plan des investissements, les investissements chinois gagnent énormément de terrain. Ils ne sont pas encore, la Chine n'est pas la première source d'investissement étrangère en Asie du Sud-Est, ça reste les Européens, mais néanmoins, elle grignote énormément et surtout, et ça on l'a largement développé dans le livre, la Chine a ce projet absolument phénoménal des routes de la soie. Hein. Et évidemment, vous vous doutez bien que la proximité entre la Chine et l'Asie du Sud-Est fait que l'Asie du Sud-Est est le premier terrain d'expérimentation des routes de la soie. C'est d'ailleurs la première région en termes budgétaires. L'Asie du Sud-Est reçoit environ 28% des budgets des routes de la soie. C'est absolument colossal. On parle de milliards de yuan. Milliards. Hein. Et évidemment, si vous voulez, pour que les pays d'Asie du Sud-Est acceptent, si vous voulez, cette influence chinoise, les Chinois ont dû développer une diplomatie économique de premier plan. Hein. Et ils font un travail absolument incroyable. Ils sont pas présents, je vous l'ai expliqué, au sein de l'ASEAN, des bureaux de l'ASEAN, mais partout en Asie du Sud-Est maintenant, les entrepreneurs chinois sont parmi les plus actifs. Hein. Les chambres de commerce, les foires sino-ASEAN, etc. Donc on a une présence qui est envahissante. Hein, c'est-à-dire que ça se passe à la façon chinoise, hein, qui est on invite une fois, on invite 2 fois, on invite jusqu'à ce qu'on accepte l'invitation. Hein, et une fois qu'on a accepté l'invitation, on reçoit une autre invitation parce qu'on va devenir amis quand même. Hein. Donc ça se fait entre guillemets correctement, mais simplement c'est très invasif. Hein. Je vais vous donner un seul chiffre. Aujourd'hui, à Luang Prabang, qui est une petite ville extraordinaire au Laos. Je ne sais pas si vous connaissez cette ville de Luang Prabang, qui est une ville religieuse. Hein. Aujourd'hui, à Luang Prabang, on parle quand même de 100 000 personnes, hein, 100 000 habitants. Hein. Il y a plus de 30 000 entrepreneurs chinois. Hein. Et que le premier terrain pour lancer ces routes de la soie a été le Laos, où la Chine a construit, là j'en parle largement dans mon livre, la Chine a construit une autoroute et un train à grande vitesse. Donc vous avez ce petit pays qui est complètement enclavé, hein, on parle d'un petit pays quand même, 7 millions d'habitants, hein, où vous avez au milieu une énorme brèche qui est ce train à grande vitesse, qui n'a d'intérêt que parce que les produits chinois du Yunnan doivent aller vers la péninsule malaise. C'est évidemment pas les 7 millions d'habitants qui intéressent, qui sont en plus vraiment parmi les plus pauvres d'Asie du Sud-Est, qui intéressent les Chinois, on est bien d'accord. La plus grande ville chinoise dans le Yunnan, qui est Kunming, a plus de 15 millions d'habitants. Hein, donc on est 2 fois le Laos. Hein, donc vous voyez que c'est pas le marché laotien qui a motivé cette injection de milliards de yuan. Hein. Mais en plus, le long de cette voie de chemin de fer, les Chinois ont construit une autoroute. Et la négociation a porté, c'est quand même pour vous dire, la négociation a traîné, parce que les Chinois voulaient des concessions commerciales le long de cette autoroute. Hein, et là, on a dit, il faut quand même laisser... Bon, aujourd'hui, hein, et ça on en a évidemment beaucoup parlé du piège de la dette, aujourd'hui, 50% de la dette publique du Laos est détenue par les Chinois.
ça vous entame votre souveraineté quand même, hein, de façon sérieuse. Donc vous voyez bien ce que je veux vous montrer là, c'est qu'on a des modes opératoires qui sont très différents des modes opératoires russes par exemple. Hein. On peut continuer, on va poser des questions là-dessus, c'est très très intéressant. Parce que les Chinois sont très habiles et ils habillent, si vous voulez, cette pression incessante. Hein. Ils habillent ça d'un beau discours. On parle d'une communauté de destin, on parle d'un monde harmonieux, on parle d'une promesse chinoise. Donc il y a, si vous voulez, un narratif chinois en Asie du Sud-Est qui est incroyablement positif, qui fait qu'aujourd'hui, et c'est ça que je veux que vous reteniez, aujourd'hui, la promesse d'avenir, elle est plus occidentale, elle est chinoise. Et moi, je vais vous dire, il y a 3 semaines, je voyais un de mes amis thaïlandais, qui est un type extraordinaire. Il a eu un fils. Ce fils est un petit génie, il est allé faire ses études à Yale. Bourse intégrale offerte par les Américains. Hein. Donc, il a obtenu toutes ses compétences grâce à l'argent du contribuable américain. Très bien. Il travaille chez Google. Parfait. Et puis au bout d'un moment, eh ben, TikTok est venu le voir. Toc, 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 TikTok. Et l'argument de ce garçon de 25 ans, brillant, élevé, enfin je veux dire, éduqué aux États-Unis, hein, c'est de dire les Chinois sont plus attractifs. J'ai plus envie de travailler pour Google. Et en plus, m'a-t-il dit, les Américains, ils sont quand même un peu racistes, c'est pénible. Donc, vous voyez, non mais ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est qu'on parle d'une région de 660 millions de personnes jeunes, hein, qui aujourd'hui ne considèrent plus notre promesse d'avenir comme suffisamment attractive pour s'investir dedans. C'est un véritable changement systémique. On parle d'une région qui était quand même sous le champ d'influence occidentale depuis le XVe siècle. Hein? Donc je veux vraiment que, quand on parle, on va finir par ça tout à l'heure, la liberté. Et en même temps, ça nous renvoie évidemment à nos propres échecs. Je vais très vite parce que je crois qu'il est temps de terminer. Donc voilà, donc je pourrais passer, mais il y a un arsenal aujourd'hui qui met une pression d'enfer, hein, sur non seulement les pays d'Asie du Sud-Est, mais également sur nous. Hein, parce qu'il faut qu'on arrive à tenir le rythme, si vous voulez. Je veux quand même vous rappeler que sous l'administration Trump, d'abord Obama, il a parlé de ce fameux pivot. Mais Obama, il avait des contraintes intérieures, notamment son système de santé qui ne passait pas. Donc à chaque fois qu'il y avait un sommet ASEAN, États-Unis, il ne pouvait pas y aller, parce qu'il y avait une contrainte intérieure et que donc c'était pas possible. Donc il ne s'est pas beaucoup présenté en Asie du Sud-Est, alors qu'il était hyper populaire puisqu'il a grandi en Indonésie. Hein, il parle quelques mots de Bahasa, il est hyper populaire, mais il n'a pas capitalisé là-dessus. Hein, c'est à la fin vraiment de son second mandat qu'il a fait 3 voyages express, mais c'était trop tard. C'était trop tard. Les Chinois sont là tous les jours, à toutes les réunions. Et c'est pas... Quand je vous parle du Laos, le Laos, 7 millions d'habitants. Xi Jinping, il y est allé combien de fois? 4 fois au Laos. Hein, si vous voulez, à la fin, il y a des arguments, hein, quand même. Voilà. Sous Trump, après Obama, il n'y a pas eu d'ambassadeur américain à Singapour pendant 3 ans. Je vous jure. Vous imaginez, hein, voilà, donc si vous voulez, et Trump arrive, Obama arrache au dernier moment un fameux accord commercial qu'on appelle le TPP, Trans-Pacific Partnership. Hein, première décision de Trump, on annule. Si vous voulez, le ressentiment, il commence à bien se nourrir, hein, anti-occidental. Il commence à bien se nourrir. Donc, on est là, si vous voulez, dans des configurations de déconnexion. Hein, le curseur, il est sur la déconnexion avec les intérêts occidentaux.
On pourra revenir dessus. Et le point sensible, évidemment, c'est la mer de Chine du Sud. Hein. Donc là, vous voyez cette grande, ce qu'on appelle la langue de bœuf, hein, ou la ligne en 9 traits, hein, qui a été donc dessinée par Chiang Kai-shek et qui a repris à son compte le gouvernement. Et vous voyez, on est tout à côté des côtes de Brunei, de Malaisie ou du Vietnam. Hein. On leur laisse aucune chance. Je vous rappelle quand même 13% des pêches mondiales en Asie du Sud-Est. Pourquoi? Parce qu'il y a les grands fleuves dont on n'a pas parlé. Mais les grands fleuves, ils charrient des alluvions. Donc c'est de la nourriture pour les poissons. Donc ce sont des zones qui sont importantes pour les pêcheurs du coin. Conclusion, par ricochet, hein. Conclusion, les pêcheurs du Vietnam, ils ne peuvent plus aller là. Parce que s'ils vont là, ah oui, et puis entre-temps, vous avez tous entendu parler des fameux budgets militaires chinois qui n'arrêtent pas d'augmenter. Hein. Il y a une réorganisation de la flotte chinoise. Aujourd'hui, les gardes-côtes et même certains bateaux de pêche font partie de la marine de guerre chinoise. D'accord? Donc, quand un bateau vietnamien, hein, un petit bateau, est entouré par des bateaux chinois, eh bien, il s'en va. Je ne vous parle pas du pétrole, etc. Mais où il va? Hein? Eh bien, il va dans le Pacifique. Hein? Et donc, il va sur nos zones économiques exclusives. Donc, ça nous pose un problème à nous, Français, aujourd'hui, parce qu'on n'a quand même pas une flotte incroyablement importante. Le ministère de la Défense, aujourd'hui, il est en mode panique. Pourquoi? Parce qu'il y a de plus en plus de Philippins et de Vietnamiens, de pêcheurs, qui viennent autour de la Polynésie pour pêcher. Hein, et qu'on n'a pas, des bâtiments suffisants pour mettre un peu d'ordre. Donc, si vous voulez, vous voyez que cette poussée chinoise, elle a des conséquences sur nos positions. Hein, voilà. Mais le plus grave, c'est que de façon unilatérale, la Chine a décidé que cette zone de langue de bœuf était à elle et sous sa juridiction. Hein? Aujourd'hui, les îlots qui sont là sont sur les passeports chinois. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça va vous rappeler quelque chose quand même. C'est que donc, le droit international auquel a souscrit la Chine, puisqu'il y a, donc je vous expliquais qu'on est encore dans une zone internationale qui a été organisée avec la conférence sur le droit de la mer Montego Bay en 1982. Hein? Ce qui veut dire, si vous voulez, que la Chine, même si elle a signé cette convention, hein, ne la respecte pas. Hein? Donc, on est là dans une situation qui est hautement explosive, où à la fois les navires de guerre continuent à patrouiller, hein, les Américains, il y a régulièrement des incidents, les Français, les Britanniques, etc., continuent à patrouiller, mais la Chine considère de plus en plus qu'elle est chez elle. Donc il y a un jour où ça ne va plus du tout patrouiller. Hein. Ça va être très binaire. Donc là, on va être, si vous voulez, dans une situation qui ressemble aussi étrangement à ce qu'on peut voir ailleurs en Europe. Voilà, donc on pourra revenir sur cette question de mer de Chine du Sud. Mais j'aimerais, et sur cette question de la présence stratégique, parce qu'il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, avec les routes de la soie, le danger de la construction d'infrastructures civiles, d'aéroports, de ports, de trains, etc., c'est l'usage dual de ces infrastructures. Hein? Donc c'est très bien de construire au Cambodge, les Chinois construisent une multitude de ports, notamment autour de Sihanoukville. La question, c'est s'il y a un conflit, ces ports, peuvent tout à fait être utilisés par des navires de guerre. Donc on est là, si vous voulez, dans une géostratégie, vous voyez, qui est en pleine évolution. Hein? Alors, je pourrais en discuter pendant des heures, mais je vais m'arrêter sur un dernier point parce que et donc, pour terminer avec ce point-là, quand même, l'histoire de l'Indo-Pacifique, dont vous entendez tous parler, la stratégie Indo-Pacifique, à la fois des États-Unis, de l'Inde, du Japon, de la France, de l'Europe maintenant, etc. Même les Pays-Bas ont une stratégie Indo-Pacifique. Ben, c'est précisément d'essayer, si vous voulez, de contenir cette projection de puissance chinoise.
je vais très 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 vite, je suis désolée. Je voudrais terminer sur un dernier point, parce que c'est le plus important pour moi. Et c'est celui qui m'intéresse en fait beaucoup aussi. Il y a plein d'autres inquiétantes incertitudes. Voilà, vous voyez une diplomatie proactive chinoise avec Min Aung Hlaing, avec Duterte aux Philippines, avec les Cambodgiens, avec les Thaïlandais. Bon, ça reviendra. Les routes de la soie, vous voyez les projets chinois. Vous voyez les projets chinois. Hein, on ne parle pas d'une petite affaire quand même. Hein. C'est des pays qui vont être quadrillés. Hein, complètement. Et là, nous, on n'est pas capables. Hein. Alors, il y a plein d'autres incertitudes. La pollution et l'écologie. Vous voyez là, vous avez une photo de Singapour. Hein. Singapour en été, Singapour en hiver, quand il y a du brouillard. Et pourquoi il y a du brouillard? Parce qu'il y a des feux de forêt à côté, et donc ça crée du brouillard. Et donc on ne voit plus rien. On ne voit pas le soleil pendant plusieurs mois. Voilà. Et puis on va parler de ça maintenant. L'urbanisation en accéléré et le développement des inégalités sociales, dont il faudrait qu'on parle aussi parce que c'est un point essentiel. Mais tout ça nous ramène au fond au modèle de développement sociopolitique. Et c'est là où je terminerai, c'est là-dessus que je terminerai, parce que ça va nous faire revenir à la fameuse question des libertés. Hein. Ce qui est le plus dangereux, c'est qu'on a bien vu, si vous voulez, quand même, qu'on n'a pas été très bon, hein, on n'a pas été convaincant, on n'a pas fait comprendre l'intelligence de nos valeurs politiques, je le crois vraiment. On n'a pas compris aussi que cette intelligence, elle était reçue différemment du fait des cultures politiques locales, hein, qui étaient différentes, et ça c'est un point essentiel. Donc on n'a pas suffisamment discuté, on a simplement imposé, et ça ne peut pas marcher. Donc déception avec la démocratisation, déception un peu partout. Hein. Déception en Malaisie, déception en Thaïlande, évidemment, hein, plus grosse déception, la Thaïlande, déception en Birmanie, hein. Et puis probablement déception aux Philippines dans quelques mois. Hein, on a des élections présidentielles. Donc les Philippines, c'est vraiment, ça a été... Vous savez, les Philippines, on disait que c'était... Quand moi j'ai commencé à travailler sur l'Asie du Sud-Est, c'était la vitrine de la démocratie en Asie du Sud-Est. Bon, puis il y a eu Marcos, et puis il y a eu tout ça. Bon. Mais il y a quand même les intérêts géostratégiques, c'est quand même l'allié des Américains dans la zone. Il y a un accord de défense, hein, très fort. Eh bien, il y a des élections qui vont avoir... Alors, déjà, Duterte est arrivé donc, au pouvoir. Hein. Duterte est arrivé, vous voyez, le président Philippin là. C'était un ancien petit mafieux hein, d'une ville du sud des Philippines, maire de cette ville pendant 20 ans. Il tuait les dealers à la carabine hein, quand ils étaient dans des gangs opposés, concurrents. Et donc, il a exporté ses méthodes à la tête de l'État. Alors les Philippines, il faudrait revenir, parce que c'est une société féodale, mais ça on n'a pas le temps, néanmoins, ce qui me préoccupe, c'est que quand Duterte est arrivé au pouvoir, il y a 6 ans, Duterte a dit « distanciation avec les Américains, rapprochement avec la Chine ». Pain béni pour Pékin. Donc d'une part, toutes les manœuvres entre guillemets juridiques et fondées qui avaient été lancées par l'administration précédente, celle du fils de Mme Aquino, et qui donnait raison aux Philippines dans la contestation avec la Chine. Il a dit « je n'en tiendrai pas compte. Mon pays veut se rapprocher de la Chine, je n'en tiendrai pas compte. » Bon, et puis ensuite il a dit bon, distanciation avec les Américains, ça veut dire fin des accords de défense. Hein. Donc voilà, alors heureusement les Américains ont réagi au quart de tour, ils ont certainement dû allonger leur chèque. Et puis l'état-major philippin est quand même un état-major sensé, et donc a réussi à convaincre le président qu'il fallait reporter sa décision. Donc il a reporté la décision, mais les Américains ont eu très très chaud. Le problème, c'est qu'il y a là des élections dans un mois et demi, et que le candidat favori est Bongbong Marcos, donc le fils de Ferdinand Marcos. Le fils de Ferdinand Marcos qui n'a quand même pas des très très bons souvenirs des États-Unis, puisque les États-Unis ont évincé son père, entre guillemets, de la présidence. Donc il a aussi un compte personnel à rendre avec Washington. Et j'ai appris récemment que Pékin le soutenait, si vous voulez, non seulement le soutenait de façon vocale, déclaratoire, mais le soutenait de façon financière.
Et donc, si vous voulez, on risque d'avoir les Philippines qui, selon la méthode chinoise très éprouvée, vont tomber sans même que les Chinois soient intervenus. Voilà. Donc, je terminerai là-dessus. Vous imaginez que si les Philippines tombent, le Cambodge est déjà très pro-chinois. La junte qui a pris le pouvoir de façon abusive en Thaïlande se rapproche énormément de Pékin, évidemment, hein, mais des régimes autocratiques. La Birmanie, hein, évidemment, la junte, vous êtes au courant quand même de ce combat extraordinaire hein, de la population, exactement identique à celui de la population ukrainienne. Et je ne vous raconte pas comment Pékin aide tous ces régimes autoritaires à contrôler les flux Internet, à contrôler les communications, à intercepter les opposants, etc. Bon, ça, c'est évidemment... les premières livraisons qui ont été faites à Yangon après le coup d'État il y a un an, ça a été du matériel de télécom chinois. Hein, pour que précisément les manifestations ne puissent pas s'organiser. On brouillait les pistes. Hein. Ben voilà, donc la liberté chérie, elle est en train de disparaître de façon invisible, je dirais, pour quelqu'un qui n'est pas spécialiste de la région, et ça va poser d'énormes problèmes aux générations à venir. Voilà, je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions après ces propos plutôt rassurants? Qui veut poser une question? Personne se lance, j'en profite. Vous avez peu parlé du Vietnam. Alors certes, il y a disproportion des forces entre le Vietnam et la Chine. Ce n'est pas tout à fait un pays démocratique, mais j'avais l'impression qu'il y avait là un mode de résistance. Alors, vous avez absolument raison, il y a une résistance. Cette résistance, elle est basée sur l'histoire et l'expérience, puisque vous n'ignorez pas que le Vietnam a été province chinoise pendant 10 siècles. Hein. Du début de notre ère jusqu'au Xe siècle, le Vietnam était une province chinoise. Je parle très fort de toute façon, ils disent toujours ça. Donc il y a, si vous voulez, un très fort sentiment nationaliste et je dirais même patriotique hein, au Vietnam. Maintenant, il y a ces conflits récurrents pour la gestion de ces zones territoriales, hein, parce que ces zones territoriales abritent des gisements offshore qui sont évidemment très rentables et que les Chinois voudraient contrôler. Maintenant, en dépit, si vous voulez, de ce poil à gratter vietnamien, il ne faut pas oublier qu'à Hanoï, c'est quand même un parti communiste qui est en place et que le parti communiste vietnamien lui-même se fait appeler petit frère par le grand frère. Donc il y a quand même une proximité qui est réelle entre le Vietnam et la Chine, en dépit d'un discours nationaliste. Merci. Merci pour ce magnifique exposé en quelques minutes. C'est pas simple. Alors, ce matin sur France Inter, j'entendais qu'on parlait de Internet et des liens entre Internet et l'IA, l'intelligence artificielle. J'ai entendu dire que la Chine mettait des milliards d'euros, pardon, de yens, de yens. Non, yuan. Yuan, pardon.
Le yuan, on s'y perd avec cette mobilisation. Dans l'intelligence artificielle, est-ce que vous ne croyez pas qu'avec la guerre militaire, la guerre économique, il y aura de plus en plus une guerre informationnelle, notamment par des surveillances de tout ce qui se passe sur Internet? Je sais que 300 000 personnes apparemment en Chine surveillent Internet constamment, j'ai lu ça dans des revues comme Hermès. Est-ce que vous ne croyez pas que les prochaines guerres sont des guerres, comme dit Henri Esprit, Internet en mal de démocratie, seront des guerres d'information? Absolument, et d'ailleurs, je vous souviens que j'ai terminé mon exposé sur le cas de la Birmanie, où la première livraison chinoise a été une livraison en matière de télécom, hein, de matériel et de conseillers, parce que les Birmans ne sont pas capables de contrôler de façon efficace les flux d'Internet, et pour précisément contrôler ces flux d'informations qui aujourd'hui sont stratégiques, parce que je vous rappelle quand même que vous avez une résistance qui est absolument marquable, hein, et un début d'organisation, si vous voulez, qui a besoin de communiquer. Hein, puisque l'idée des militaires, hein, comme des Britanniques d'ailleurs, c'est de diviser cette population birmane. Mais vous avez absolument raison. On a vu d'ailleurs que dans la campagne électorale philippine, hein, les fake news envoyées par Marcos étaient très très nombreuses. Donc, si vous voulez, c'est excessif. Et certainement qu'il se fait aider de conseillers chinois, là aussi. Donc, si vous voulez, il faut bien comprendre, il y a déjà des vraies fragilités intérieures en Asie du Sud-Est. Hein, je parlais des inégalités, des difficultés d'éducation, etc. Si en plus, si vous voulez, il y a ces manipulations, c'est très très dangereux évidemment, et ça les Chinois l'ont très très bien compris, c'est-à-dire qu'ils ne jouent pas la carte, ils ne jouent pas la carte de l'opposition, ils jouent simplement ils exploitent les faiblesses de la démocratisation. Voilà, et ça nourrit le flux populiste, si vous voulez. Et pas seulement populiste, hein, mais également militariste, hein, parce que ce qu'on voit en Thaïlande, c'est le retour de l'armée. Donc il y a, si vous voulez, des acteurs ou des institutions qui sont très ancrés dans les paysages politiques locaux, du fait de la guerre froide aussi, hein, donc du fait des Américains, parce que c'est quand même les Américains qui ont mis les militaires au pouvoir, par exemple en Thaïlande. Hein. Mais il y avait une évolution qui fait, et notamment en 97 par exemple en Thaïlande, où il y a une nouvelle constitution, et moi je m'étais dit, je me souviens, vous voyez, comme quand vraiment on peut faire des grosses erreurs encore, je me suis dit, ça y est, l'armée en Thaïlande est revenue dans ses baraquements. Il n'y aura plus de régime militaire, hein, parce qu'il y a quand même eu un régime militaire en Thaïlande pendant plus de 30 ans. Vous voyez, en fait, ils sont revenus à la faveur, hein, des faiblesses de la démocratisation et aidés par les Chinois. Donc ça, et les Chinois jouent, si vous voulez, les Chinois ont cette grande intelligence de ne pas agir en silo. Ils agissent ensemble. C'est toute une stratégie qui pousse ensemble. Ils poussent tous les pions en même temps. Donc ils sont excessivement difficiles à contrer. Moi, mes amis universitaires me disent, à nouveau, ils nous invitent une fois, ils nous invitent 2 fois, ils nous invitent 3 fois. À la 10e fois, on en a marre d'avoir toujours les invitations de l'université du fin fond je sais pas, du Guangzhou. Donc on dit oui, on est reçu avec un billet première classe, enfin on est reçu comme des rois, et après, on s'en sort plus. Hein, et c'est non seulement, ils vont proposer des programmes communs de travaux, ils vont proposer des recherches, ils vont proposer des bourses. Donc aujourd'hui, vous avez plus d'étudiants indonésiens en Chine qu'aux États-Unis. Hein, mais je vous ferai remarquer qu'aux États-Unis, en Indonésie, par exemple, on a très longtemps parlé de ce qu'on appelait la mafia de Berkeley, c'est-à-dire des économistes indonésiens qui étaient formés aux États-Unis. Il est évident que ces gens-là vont quand même défendre des normes et des principes de gouvernance libéraux. À partir du moment où les élites seront formées par les Chinois, je doute qu'ils attachent la même importance, si vous voulez. Voilà, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Et tout ça se fait silencieusement. Voilà, c'est ça que je voulais que vous sentiez. En termes démocratiques, c'est aussi le sujet qui nous intéresse tous en ce moment. Vous avez 2 grands voisins, je pensais à l'Inde, plutôt quand même malgré tout démocratique, et l'Australie qui va avoir, paraît-il, d'excellents sous-marins.
Donc, est-ce que ces voisins démocratiques ont-ils des idées d'influence dans cette région? Alors, je vous ferai quand même remarquer que le premier partenaire commercial de l'Australie, c'est... Voilà. Alors, si vous voulez, tout ça se discute, tout ça se négocie. Les Australiens aujourd'hui sont beaucoup plus remontés, évidemment, contre les Chinois parce qu'ils ont bien, ils ont noté, ils ont observé que les acteurs chinois proactifs en Australie étaient trop nombreux, notamment au sein du Parlement. Hein. Ils avaient acheté des lobbies. Et donc il y a eu une multitude de scandales qui ont été dévoilés et qui ont fait que l'Australie a effectivement mis une certaine distance avec la Chine. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les pays d'Asie du Sud-Est n'ont pas obligatoirement envie de tomber dans l'escarcelle chinoise. Hein. Il faut bien comprendre, j'espère que j'ai été suffisamment clair, que cette région pivot est une région qui a toujours accueilli des influences étrangères. Donc elle ne veut pas être sous le seul joug, entre guillemets, chinois. Donc elle nous demande à nous, moi je suis en permanence invitée, parce qu'ils nous demandent de venir pour apporter une autre voix. Bon, voilà. Mais c'est, si vous voulez, marginal par rapport à la grande tendance. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre, si vous voulez. C'est-à-dire que les moyens qui sont mis sur la table aujourd'hui, 25% des budgets des routes de la soie, c'est absolument colossal. Hein. Ils ont, si vous voulez, il faut comprendre que les Chinois ont des solutions pour tout. Voilà. Et donc ça, c'est excessivement efficace comme discours, parce que les politiques s'inscrivent dans des échéances courtes, ils ont besoin d'être réélus ou quoi, et donc évidemment ça les arrange d'avoir, si vous voulez, de pouvoir bénéficier d'un prêt, d'un projet, etc. Mais bon, au final, est-ce que ça profite vraiment? Il y a une multitude d'études qui ont été publiées, où à nouveau on montre, comme dans le miracle asiatique, hein, et comme à cause de la crise asiatique de 97, que ça crée de la croissance, certainement, mais cela ne crée pas du développement. Vous voyez? Et donc, en fait, il y a la même faiblesse se retrouve aussi avec les Chinois. Et j'irai même plus loin, c'est les Chinois, si vous voulez, les producteurs chinois, hein, je ne parle pas obligatoirement, tout ça n'est pas obligatoirement organisé par Pékin, mais les producteurs chinois, ce qu'ils voient, c'est que les pays d'Asie du Sud-Est ont des accords commerciaux privilégiés sur le marché européen. Donc ils ont bien plus intérêt à mettre une usine de textile en Birmanie ou en Thaïlande, parce qu'ils vont pouvoir exporter en Europe plutôt qu'en Chine, parce que les produits vont être interdits. Donc si vous voulez, il y a des interdépendances hein, qui sont très subtiles, et de plus en plus subtiles, et de plus en plus complexes. Et plus c'est complexe, plus c'est difficile de se faire marche arrière. Et ça c'est très bien compris, si vous voulez. C'est-à-dire ils ont d'abord proposé des accords de libre-échange. Ensuite, ils ont proposé une coopération en matière sécuritaire, parce que la crise de 97 a évidemment produit des turbulences sécuritaires, notamment en matière de piraterie, hein, notamment en matière de terrorisme. L'Asie du Sud-Est, on n'en a pas eu le temps d'en parler, mais est un terrain très propice aux actions terroristes, et notamment à l'islam terroriste. Donc là, les Chinois disent, mais nous aussi on a ce problème-là avec les Ouïghours, on va vous aider, vous allez voir. Et donc on met en place des structures, Ces structures permettent de parfaitement bien connaître les terrains, si vous voulez. Et donc ils anticipent les solutions. Ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas la même capacité. On n'a pas la même capacité humaine, on n'a pas la même capacité financière, c'est loin. Moi, mes amis me disent, mais enfin, il faut bien vous rendre compte que c'est 2 heures d'avion pour venir de Chine quand c'est une nuit pour venir d'Europe ou des États-Unis. Voilà. Et la question, c'est aujourd'hui, est-ce que les Européens sont fiables en matière de sécurité ou même de diplomatie? Non. La question est réglée, non, on ne l'est pas. En revanche, on est fiable en matière de technique sécuritaire. Et donc là, ils prennent
ils prennent, mais c'est différent. Hein. C'est-à-dire le contrôle de la piraterie, il y a un centre de surveillance maritime, par exemple en Malaisie, et là, les Européens ont une expertise, hein, parce qu'eux, ils ont mis en place des mécanismes. Et donc là, on est important. Mais pas, si un des pays est attaqué, on sait parfaitement qu'il n'y aura pas d'armée européenne qui viendra. Et il se pose même maintenant la question pour les États-Unis. Donc effectivement, tout à l'heure, on m'interrogeait sur Taïwan. Alors Taïwan ne fait pas partie de l'Asie du Sud-Est, mais néanmoins, c'est la grande incertitude sécuritaire aujourd'hui. C'est-à-dire que si les Chinois s'attaquaient à Taïwan, est-ce que les puissances occidentales, les États-Unis en tête, interviendraient? Ce que les Philippins ont remarqué, c'est que quand un de leurs récifs, le fameux récif de Scarborough, a été occupé par les forces chinoises, littéralement occupé par les forces chinoises, et militarisé, les Américains ne sont pas intervenus, en disant c'est un différend bilatéral, on ne peut pas intervenir. Voilà, on en est là. Peut-être. Alors, encore une question, mais la dernière, toute dernière. Au fond. Bonsoir madame, merci. Est-ce que vous analysez de la même manière l'implantation de la Chine en Afrique? Écoutez, je travaille très peu sur l'Afrique, donc je ne peux pas vous dire, parce que je pense qu'il y a le même mode opératoire, hein, d'après ce que je comprends, et d'après mes amis africanistes, il y a le même mode opératoire, mais il y a évidemment des réactions qui sont très différentes. La proximité là, le fait qu'il y a toujours eu des flux d'influence. Si vous voulez, la Chine a longtemps maintenu ce qu'on appelait un système tributaire, hein, ce fameux système de cercle d'influence. Et évidemment que l'Asie du Sud-Est est dans le premier cercle d'influence, du fait de la proximité. J'aurais dû commencer par ça, mais vous avez quand même 4 pays mitoyens de la Chine, la Birmanie, le Laos, le Vietnam et la Thaïlande. Donc, si vous voulez, ça crée quand même de la proximité. Vous voyez, c'est aujourd'hui Mandalay en Myanmar est une ville qui est peuplée à 40% de Chinois. Hein, vous voyez quand même, si vous voulez, parce qu'en fait, ils arrivent du Yunnan, tout simplement, ils descendent des montagnes, hein, vers une plaine qui est plus agréable que les montagnes. Donc, si vous voulez, je ne pense pas qu'on puisse véritablement comparer les deux modes d'influence. Ça me semblerait un peu exagéré. Bon. Merci à vous. Nous vous donnons rendez-vous à la prochaine conférence, mais j'ai plus la date. Dans quel jour? Vous avez les papiers à la santé. Voilà. Merci pour votre fidélité.